Bonjour chers amis et bienvenue à notre présentation de ce projet qui consiste donc à choisir un problème et de pouvoir résoudre ce problème avec quelques petites questions. Alors ici je suis sur Google Colab. Nous n'avons pas trop de temps à passer ensemble, juste quelques minutes pour question de vous présenter en fait le projet réalisé. Alors ici le problème que j'ai choisi c'est la prédiction, n'est-ce pas, d'inondation, parce que l'inondation est l'un des principaux risques naturels dans le monde. C'est une catastrophe naturelle causant donc de plus de dégâts. Donc nous avons les statistiques ici, environ 80% des catastrophes naturelles mondiales étaient de l'origine météorologique ou hydrologique. Les inondations auraient affecté en moyenne 66 millions de personnes par an. Vous voyez, ce nombre c'est extrêmement grand. Et je vous ai donc choisi ce problème à résoudre parce que l'impact de l'inondation est extrêmement grandiose. Alors ici, j'ai donc téléchargé pour réaliser ce projet un ensemble de données, un dataset sur Kaggle. Vous voyez le lien qui est là, le lien de notre base, de notre ensemble de données bien sûr. Ici, nous allons passer donc à la visualisation du dataset. Comme vous pouvez le voir, nous avons importé toutes les bibliothèques utiles, toutes les bibliothèques importantes. Et ici, vous voyez l'aperçu en fait de notre ensemble de données. Franchement, le code je l'ai bien commenté, donc vous pouvez voir avec quel bout de code on peut voir le contenu en fait. Donc vous voyez ici, j'ai donc bien commenté, présenté toutes les informations. Ici les informations, comme vous pouvez le voir en bas en défilant, et vous avez le nombre de colonnes, en fait nos différentes colonnes. Donc vous voyez, nous avons environ 21 colonnes et puis 50 000 en fait d'entrée, 50 000 de lignes. Alors ici la quatrième question en fait c'est de décrire les types de données. En fait nous avons affaire à quel type de données. Alors dans ce cadre de projet, comme vous venez de voir plus précisément le dataset de Flood. Ici nous n'avons que des données quantitatives, c'est bon, les données, les variables quantitatives. Les variables quantitatives sont des variables, on peut les définir ici comme des variables ayant une valeur finie, n'est-ce pas, ayant une valeur finie. Et dans les variables quantitatives, nous avons des variables quantitatives discrètes et les variables quantitatives continues. Alors ici dans ce cas précis, ce sont des variables quantitatives discrètes. C'est pourquoi ici j'ai donc listé en fait tous les colonnes, n'est-ce pas. Toutes nos colonnes sont là parce que toutes ces colonnes là contiennent des variables quantitatives discrètes. Nous n'avons pas affaire à des variables ordinales, nous n'avons pas affaire à des variables je pourrais dire quoi, nominales et ainsi de suite. Nous n'avons que des variables quantitatives et discrètes. Alors ici nous allons explorer en fait notre donnée. Voilà pourquoi ici en cinquième point nous avons réalisation en fait de l'ensemble de l'exploration en fait de l'ensemble de données. Et pour cela nous avons quelques points à respecter, comme quoi le petit a, la description des données. Alors dans ce petit tableau nous avons le numéro et qui détermine en fait le numéro de nos variables. Nous avons les variables en question et la description ainsi que les valeurs. Alors l'intensité de la moisson, en fait les moissons en fait sont causées par le fait que la terre s'échauffe et se rafraîchit plus vite que la mer, ce qui provoque donc la pluie. Et ici j'ai donc, pour ne pas tous les lire, j'ai donc mis ça à votre disposition, donc vous pouvez le voir, vous pouvez le parcourir en fait, parce que chaque variable a une importance capitale dans ce projet, dans ce dataset en fait, pour prédire l'inondation. Alors en petit b, nous avons la vérification des valeurs nulles en fait, pour vérifier si dans notre dataset, si dans notre ensemble de données, nous avons des valeurs nulles, Ici, comme vous pouvez le voir, c'est ce bout de code là. Print de f en fait is nul, c'est pour voir est-ce qu'il y a des valeurs nulles.
Alors, ici, nous voyons que tout est à false. C'est pour dire que nous n'avons pas de valeurs nulles dans notre dataset. On est d'accord? Nous n'avons pas de valeurs nulles. Alors, nous allons continuer notre exploration des données. Cette fois-ci, ce que nous pouvons faire, c'est de donner une description, vous voyez, n'est-ce pas, avec la méthode Descript. Ici, nous avons calculé donc la moyenne, voilà, les quartiers, et ainsi de suite, le max, le min et tout, comme vous pouvez le voir dans cette partie-là. Alors, pour la suite, nous avons ensuite, en petit c, identifier en fait s'il y a des valeurs aberrantes pour que nous puissions donc les traiter. Ici, nous pouvons voir les résultats. Ici, nous avons construit, en fait, nous voulons construire le graphe de boxplot. Alors ici, nous voyons aucun. Vous voyez, en fait, c'est vide. Et j'ai donc refait cela avec l'histogramme, comme vous pouvez le voir ici. Nous voyons ici qu'il n'y a pas de valeur aberrante. Alors, c'est quoi une valeur aberrante? Pour comprendre, en fait, une valeur aberrante, c'est une valeur qui est un peu écartée, qui est extrêmement écartée, en fait, de la réalité. On est d'accord? Si, par exemple, on prend âge, c'est bon. Si on prend, par exemple, âge et que vous trouvez, par exemple, 200, vous voyez, n'est-ce pas? C'est déjà une valeur aberrante. C'est une valeur qui est extrêmement écartée de la réalité. Donc ici, dans notre cas précis, par exemple, si nous prenons en fait l'urbanisation, vous voyez ici que nous n'avons pas de valeur aberrante. Pourquoi? Parce qu'ils sont pour la plupart en fait concentrés. Pourquoi? Vous voyez ici, quand on est à 10,00, voilà, ici, et nous voyons à 12,5, vous voyez qu'à 12,5, il y a rien, n'est-ce pas? À 15, il n'y a rien aussi. Mais dans le cas aussi, à 12,5, à 15, par exemple, on avait des pics. On pouvait dire que on a des variables, des valeurs aberrantes, en fait. Donc, ici, vous voyez que dans nos différentes colonnes, nous n'avons pas de valeurs aberrantes, comme vous pouvez voir. Les valeurs sont pour la plupart en fait non aberrantes. Ici, en petit d, nous voulons comprendre en fait les relations entre les données, n'est-ce pas? Les relations entre les données. Et pour cela, nous avons construit donc la matrice de corrélation. La matrice de corrélation, c'est une matrice qui permet de mettre en évidence les relations entre les différentes données. Ceci dit, et bon, en fait, ici, dans notre cas précis, nous voyons qu'il n'y a pas de relation entre nos données. Pourquoi? Parce que vous voyez que ces valeurs, en fait, l'intersection entre ces différents points sont à 0, pour la plupart à 0,1 et ainsi de suite. C'est pour dire qu'il n'y a pas, en fait, une relation entre ces différentes données, pour dire qu'il n'y a pas une interdépendance. Alors, s'il y avait, par exemple, une corrélation ou bien une dépendance entre ces données, on allait voir en fait une valeur qui s'approche en fait de 1. C'est bon. Donc c'est pour dire que si vous prenez deux variables en fait qui sont en corrélation ou bien qui dépendent d'une et autre, nous devons avoir la valeur en fait à 0, quelque chose en fait qui s'approche de 1. Et c'est là qu'on peut dire qu'il y a une forte corrélation entre ces données-là. Mais dans notre cas précis ici, vous voyez que nous n'avons pas cette corrélation. Nous sommes à 0, quelque chose et parfois même à 0. Pour la plupart même, c'est 0. Donc, c'est un peu ça. C'est pour dire qu'il n'y a pas de relation entre nos données. Voilà pourquoi ici, j'ai donc interprété pour dire la matrice de corrélation montre en fait la relation entre les données, n'est-ce pas? Donc, notre cas précis, nous constatons que nous n'avons pas de forte corrélation entre ces différentes données. Alors, merci beaucoup pour votre aimable attention. N'oubliez pas de liker, de commenter en fait et de partager. Voilà. Merci beaucoup pour votre aimable attention.